100%. Jeff Fillion. Si on continue dans cette tendance-là, mettons, Trudeau est réélu majoritaire en 2025, le Canada qu'on a connu est terminé. Là. C'est déjà pas mal le cas, là, mais il y a quand même un certain espoir avec un certain retour à la normale. Je pense que le marché pourrait commencer à pricer une administration Poilievre avec une super majorité aux communes. Là. Ça, c'est quelque chose qui arriverait peut-être dès l'automne 2025. Ça veut dire déréglementation au niveau des projets au niveau des ressources naturelles, l'ouverture de... Il y a beaucoup de red tape entre les provinces. Donc, il y a une certaine croissance économique organique qui est retenue par le red tape gouvernemental. Puis je pense que ça va, je te dirais, ruisseler dans les provinces avec un leadership fédéral. Regarde comme à toute la folie green, ça le parti de Trudeau, puis c'est allé partout, ça. Là. Fait que toutes les provinces veulent s'abreuver à ça. Fait que ça a fait beaucoup de malinvestment, ça a fait les lions de ce monde, etc. Alors que, tu sais, un espèce de retour à la normale, un espèce de retour, aux sources de l'économie canadienne. L'économie canadienne, c'est les ressources, guys. Au Québec, là, moi, je me tue à répéter ça, là. Le premier point de production de richesse dans le PIB, c'est les avions puis les moteurs d'avion, parce qu'en termes de dollars, c'est le plus important. Là, c'est Bombardier puis Pratt & Whitney. Ouais. Le deuxième, c'est la foresterie. Okay? La foresterie, c'est l'Abitibi, la Côte-Nord puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le troisième, c'est les mines. Ouais, ben, toutes les niaiseries de AI, là, puis vos cochonneries de tech à Montréal, là, c'est des fucking peanuts dans l'économie. Là. Ben oui, c'est sûr. Il y a un trou en Abitibi, là, il y a un trou dentaire en Abitibi, à l'ouest de Lebel-sur-Quévillon, qui vient de se vendre 2 milliards. Oui. Okay? Il vient de se vendre 2 milliards, puis la mine n'est même pas encore construite. Okay? Fait que ça, là, il faut à un moment donné revenir à la base que le Québec puis le Canada, c'est une économie de ressources. C'est le temps qu'on sorte les ressources de la terre puis qu'on bâtisse la valeur autour de ça. Et d'ailleurs, le bois est attaqué encore. Tu as vu toute l'histoire avec le caribou de je sais pas trop quoi. Le caribou de Val-d'Or. Je t'avais parlé de ça. Oui, folie, exact. Exact. Regarde, ils lâcheront pas, les sacrements. Mais la nouvelle de cette transaction-là, je l'ai vue nulle part, sauf sur Monique, tu t'as mis quelque chose. Là, moi, j'ai décidé Jeff, à partir du Q3 là, et peut-être même Q4. Là, je commence à mettre la marde sur LinkedIn. Là. D'ailleurs, c'est mon consensus. J'ai même parlé du monde aussi similaire en fin de semaine au tennis, avec des banquiers. Parce qu'habituellement, LinkedIn, c'est clean puis il n'y a pas d'opinion. Oui, non, mais écoute, je vais quand même y aller un petit peu plus easy, mais je vais quand même passer des messages. C'est le temps, parce que je sens que le terreau est fertile maintenant pour ramener ça. Je vois comment Poilievre a un petit peu de traction. Puis d'ailleurs, c'était un peu mon rant sur LinkedIn cette semaine de voir. Moi, je reçois la nouvelle dans la nuit, je pense que c'était Bloomberg, parce que Goldfield, c'est une Sud-Africaine. Alors, en passant avant, c'était nous autres qui achetaient les compagnies d'un pays émergent, là, c'était pas l'inverse. Donc, Goldfield, quand même une minière quand même assez majeure, qui achète à Cisco. Le deal, c'est sur Bloomberg. Je me lève le matin, écoute, je m'empresse, je vais sur La Presse Affaires, je vais sur... Il n'y a aucune nouvelle là-dessus, là, de voir. C'est arrivé très tard dans la journée. Je pense qu'ils en ont parlé à l'économie, mais bref. Puis l'angle que Québécois donnait, c'est évidemment, c'est un étranger qui achète un projet ici. Oui. Ça a nullement été présenté comme un succès. En passant, à Cisco, là, ils ont levé 2 mines. Ils ont levé Canadian Malartic, qui a déjà été vendu une première fois. Ben oui. C'était Yamana puis Agnico Eagle. Tu te rappelles, ça a monté à quelques 20$ dans le temps. Ils ont tassé une ville faire une mine. Ils ont déménagé une ville, OK? Oui. Ça l'a créé, je pense qu'ils ont sorti pas loin de 20 millions d'onces de tout ça. Ils ont vendu ça une fois. Puis avec les recettes de ce qu'ils ont vendu, non seulement ils ont vendu, mais ils ont gardé 6%, je pense, de royauté sur tout ce qui sort de la mine. Fait qu'ils ont créé une compagnie de royauté. Puis par après, ils ont créé d'autres compagnies, dont Cisco Développement, il y a Cisco Mining qui fait Windfall et un autre projet en Gaspésie. C'est elle qui vient d'être revendue. Fait que c'est comme en tech, des fois, tu vois un founder qui vend une compagnie, qui en start une nouvelle, puis qui réexite encore. Mais c'est incroyable, ça, là. Je veux dire, ça arrive en Abitibi, ça arrive dans le nord du Québec, puis ça crée des milliards de dollars de retombées pour le Québec. C'est incroyable que personne parle de ça. T'sais, c'est comme si c'était un fucking dépanneur qui vient de se faire vendre à Val-d'Or. Oui, effectivement. Mais ça, on le dit depuis tout le temps. Même les libéraux n'étaient pas dans le champ avec l'histoire du plan Nord. Là. Donc, puis Jerry en a parlé, tu en parles tout le temps. Le Québec, c'est une place de ressources. Voilà.
Pourquoi? Ben, On dirait, c'est drôle le feeling que ça donne. Là. On dirait qu'il y a un miroir, mais on ne veut pas se regarder dedans. Oui. Alors, On a comme honte de ça. C'est quoi l'histoire? Il y a eu des mauvaises décisions. Je pense que l'orientation générale du plan Nord de dire tournons-nous vers le Nord, exploitons nos ressources, elle est bonne. Mais il y a eu quand même des calls, des bêtes directionnelles, puis de l'investissement directement de fonds publics dans des projets qui étaient. Que si ça avait été seulement le privé, ça n'aurait probablement pas eu lieu. Tu sais, par exemple, Stornoway. Marché de marde. Le diamant, c'est un réel marché de marde. Moi, je suis dans le mining, là. Je veux dire, les diamants, ça vaut... Vous avez un gros diamant que vous avez eu à votre mariage, là, qui a été payé 25 000. Ça vaut fucking rien. Ben, ça vaut pas rien, mais ça vaut pas 25 000. Mais il n'y a pas un nouveau produit, là. Il n'y a pas un nouveau produit qui prenne et qui est pareil. Ils font en laboratoire, les diamants. Ouais, il y a des diamants synthétiques, mais le monde se marie plus, il se donne plus de diamants. Il y a pratiquement juste les rappers qui ont ça sur leur monde puis leur c'est un marché, il n'y a pas de marché spot. Si tu as de l'or, c'est, on dit good as gold. Il y a une raison pour ça. Tu ramasses, ton grand-père te donne une Rolex 18 carats, ben, tu peux la faire fondre puis te faire un collier si tu veux. Là. Je veux dire, l'or, c'est un marché spot incroyable, puis l'or garde sa valeur ou même s'apprécie. Contrairement. Donc, mon point, c'est on aurait dû focusser sur les projets de cuivre, d'or. Puis regarde, il y a eu Stornoway, il y a eu Nemaska Lithium qui est un scandale parce qu'il y a eu une certaine vague du lithium, parce qu'il y a eu plusieurs vagues. La première vague, elle a décollé, il y a des investisseurs qui ont rentré, le gouvernement avait rentré un petit peu pour assister, etc. Bref, il y avait une histoire. Je pense que c'est mid-2010. Il arrive de quoi? Estimation trop élevée pour la production. Quand tu entends parler dans le mining, là, ça, c'est une des lois de Pierre Lassonde, là, une légende du mining au Québec. Mais oui. Quand tu entends parler de nouvelles technologies, là, tu vends ce fucking stock-là rapidement. Dès que tu entends parler de nouvelles technologies, puis c'était le cas avec Nemaska, tu sais, on va traiter ça dans une usine à Shawinigan. Finalement, étude de faisabilité, genre, c'était 400-500 millions de plus que prévu. Bang, le stock s'effondre. Le plus scandaleux là-dedans, c'est que les actionnaires ont été wipés. Là. Les investisseurs, les épargnants ont été wipés. Investissement Québec a racheté ça qu'un fonds genre de Londres qui a flippé sa position à profit genre 4 mois plus tard. Puis là, genre, finalement, le projet est rendu privé, mais est lancé pareil. Fait que ça, Stornoway, plein d'argent qui ont donné de mauvaises réputations à l'industrie, alors que l'industrie crée réellement de la valeur au Québec avec des projets qui sont soutenables comme l'or, le cuivre puis le fer. Comme Champion Iron, Minerai de fer Québec. Ça, il faut le donner. Je pense que l'investissement puis la caisse, ils ont bien... c'était un bon investissement. Quand ils font bien, il faut le dire. Mais pour le reste, là, get out of here, là, puis laissez le marché développer puis enlever le red tape dans l'industrie pour faciliter le développement. Dans tout le territoire, là, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'or, d'après toi, au Québec? Je comprends qu'il faut fouiller, il faut faire des... Ben non, écoute, Jeff, c'est inimaginable. Regarde, je te dis, regarde, la Canadienne Malartic, ça, c'est autour de Malartic, là. En 2026, ça va faire 100 ans qu'on mine là. Ça a commencé avec une mine des années 20. Ils ont miné, à un moment donné, le prix de l'or baisse, whatever, le contexte économique, ils arrêtent de miner. Il y a eu quelques projets, je pense, dans les années 40, 50, 60, whatever. Après, tu as le projet de Cisco au début des années... Mais personne ne croyait ça au début des années 2000, là, qu'il allait relancer une mine, qu'il allait déménager la ville. Bref, ils minent le pit au complet. Puis là, ils font quoi? Ils font une rampe, puis un shaft pour aller en dessous de la mine, puis ils vont ressortir un autre 10 millions d'onces. Wow. Il y a des endroits en Afrique du Sud, ça fait 150 ans que ça mine, là. Il y a un autre projet de Cisco Mining qui a été vendu, c'est en Gaspésie, tu connais Murdochville, la ville qui avait été abandonnée, justement, qui avait une mine à l'époque. Ben, il y a un projet de créer un pit autour de l'ancien pit pour aller chercher le cuivre qu'il y a encore, mais qui est en quantité trop faible pour le prix du cuivre de l'époque. Il y a un projet au nord de Chibougamau, Troilus, qui est aussi une ancienne mine. Écoute, je pense que leur ressource est à moins de 0,50 grammes, 0,5 grammes par tonne. Une concentration. Écoute, ils sortiraient 300 millions de tonnes pour arriver à la ressource qu'ils veulent. Donc, imagine 300 millions de tonnes, ça fait combien de voyages de troc puis de pelletés de pelle, là? Puis ça fait du diesel en sacrament en passant, là. Écoute, j'ai comme une réalisation cette semaine, genre, ce trimestre-ci, puis j'en parlais avec des investisseurs dans le secteur, je dis... parce que nous autres, des fois, on fait toujours des bêtes. Bon, ben,
c'est toujours une question de faisabilité économique. Fait qu'il y a des mines dans le Nord. Regarde, un exemple d'une mine qui n'a pas tellement bien fonctionné, c'est Éléonore. Goldcorp, c'est la dernière mine au Québec dans le coin de East Main. C'est la dernière mine au Québec qui a été bâtie d'or. Et l'économie, elle faisait faire ensemble. C'est loin, c'est plus cher, l'or n'était pas très élevé, mais tu sais, pour développer ces projets-là, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui qu'on considère qui ne sont pas économiques, qui vont le devenir dans le futur? Moi, je pense qu'on va avoir des mines à 0,25 grammes-tonne là, dans le futur, là, qui sont pas économiques aujourd'hui, mais qui vont le devenir. Oui, par les moyens. Puis pour qu'elles soient économiques, il faut déjà commencer l'exploration. Il faut qu'on fasse des études de faisabilité. Il faut que ça avance. Là. Bon, le au-delà cycle est long. Puis au-delà des... Donc, bon, c'est tous des bons jobs, c'est des gens qui voyagent souvent, etc. Donc, ils s'en vont travailler 14 jours, travailler fort, ils bâtissent des installations. C'est tous des bons jobs avec des gros salaires. Est-ce que c'est... Parce que dans la tête des Québécois, là, l'histoire de une scène la tonne, le fer, là, oui, ça a resté dans leur tête pour toujours. OK? Donc, ils ont toujours l'impression, quand il y a une mine, que tout le monde s'enrichit de partout dans le monde. Oui, il y a des bons jobs, mais tout le monde part avec la patente, puis nous autres, il ne nous reste rien. Ben, premièrement, il faut considérer que les ressources dans la terre, ils valent rien. OK? Le Venezuela est un des pays les plus riches, une des plus grandes réserves de pétrole, puis ils ont un des pires outputs de la terre. C'est un des plus grands pollueurs. Donc, sans l'initiative, la technologie et le contrôle inhérent à l'économie capitaliste et aux entreprises privées, l'exploitation des ressources naturelles ne peut juste pas exister. Fait que cette espèce de prétention-là que on va nationaliser ces ressources-là, puis l'or va tomber sur le Québec, puis on va faire ça va bénéficier à la, entre guillemets, richesse collective. C'est juste pas vrai, parce que les ressources vont rester dans la tête, puis on va rester fucking pauvre. Ouais. Ce qu'il faut faire, le Québec a en soi un bon régime minier où, avec le système de claim qui est constamment bâché dans les torchons de Québécois, là, comme si c'était une espèce de jungle où, genre, la plus fort la poche domine, alors que c'est un système qui est très égalitaire et très... Je veux dire, il y a quand même un système de droit là-dedans. C'est que tu acquiers des claims pour éventuellement, potentiellement explorer, pour éventuellement, potentiellement faire une mine. Mm-hmm. C'est à peu près le même taux de succès, Jeff, qu'un enfant qui rentre dans l'hockey mineur et qui se rend dans la Ligue nationale en passant. Là. Ouais. C'est ce genre d'événement outlier-là, là, ou dans le tennis ou dans le golf, whatever, là. Une mine qui sort de la terre versus un claim qui est claimé, c'est à peu près le même taux de succès. C'est 1 sur 1000, 1 sur 2000. Donc, mais pour que ça arrive, ça prend... l'échantillon doit être grand, ça prend de l'exploration. Puis dans le cas des retombées, ben, tu as le retombé du secteur de l'exploration, tu as le secteur de la production, tu as tous les fournisseurs autour, puis après ça, tu as l'impôt minier aussi. Là, les compagnies qui exploitent, ils payent au Québec. Donc, oui, tu peux éliminer dans des pays où les ressources sont abondantes, puis souvent plus faciles à extraire, mais tu as un contexte souvent économique qui est volatile. Tu as souvent un contexte aussi sécuritaire et politique qui est très instable. Rappelez-vous, Semafo, là, qui est une compagnie québécoise qui avait été vendue à l'époque. Il y avait une dizaine de morts dans une mine, des attaques de rebelles. C'est arrivé, ça, là, au Burkina Faso, c'est arrivé au Sénégal. Donc, au Québec, on a quand même une grande histoire. Le Québec, le Québec, je le répète, là, c'est une des plus grandes juridictions minières au monde. Là. On est connu mondialement. Là. Mais comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on a, tout ce que vous venez de parler, puis tu m'en parles souvent, Jerry en parle souvent, puis je connais plein de monde aussi dans ce domaine-là. Comment ça se fait qu'on n'est pas the place au Canada, la place la plus riche? Je comprends qu'on n'a pas le pétrole, on n'a pas de gaz, là. Mais je veux dire, au-delà de ça, tu parlais, on a l'équivalent, on a du cuivre, on a de l'or, on a de ça. Comment ça se fait qu'on est médiocre de même avec tout ce qu'on a? On pourrait être les plus riches, on va le faire. Ben, puis écoute, je t'ajoute une autre variable à ça, juste d'un point de vue politique économique, là. Tu peux te lever à Montréal, puis tu peux aller luncher à New York, puis revenir, puis te coucher chez vous, là. Oui. Donc, on est à 50 minutes de vol, puis 2h30 d'aéroport, parce que tu gosses autour, là, de la capitale financière mondiale. Là. Ça, je pense qu'il ne faut pas que ça soit sous-estimé. Donc, le Québec pourrait être une terre de ressources et une espèce de semi-paradis fiscal, ou du moins un endroit où il serait plus facile d'investir et de bénéficier du fruit de tes investissements. Mais non, mais on est pogné avec des fucking communistes à partir de la maternelle jusqu'à l'université, puis dans tous les médias, puis dans toute la société civile au complet. Puis dès que tu t'élèves un peu autour de ça, puis tu contestes des vaches sacrées comme le, entre guillemets, modèle québécois, ben t'es vu comme un paria, puis on te cancelle.
Ben, c'est ce que je te dis. À un moment donné, il va falloir réaliser ça. Là. On commence à voir, j'aime bien, je vois des. Le gars, par exemple, les pizzerias, là, comment ça s'appelle Oui, Salvatore. Ouais, t'as Olivier Primo. J'aime bien ça, voir même Poirier, des fois, fait ça. François Lambert, bref. Mais il va falloir que ça devienne. Il va falloir que ce soit des leaders économiques aussi. Là, je veux dire, c'est des gars qui ont bien réussi, tout ça, mais ça va falloir que ça soit plus organique dans le domaine des affaires. Moi, je regarde les chambres de commerce, c'est une totale honte. Là. Il faut noyauter ces places-là. C'est rendu des porte-voix pour le gouvernement qui parlent d'enlever les chars, de taxer tout ce qui bouge dans les villes, alors qu'avant, c'était littéralement le chien de garde du développement économique au Québec. Donc, ça, ce que je dis là, c'est pas un discours extrémiste. Là. C'est littéralement le discours modéré qui faisait consensus il n'y a pas si longtemps au Québec. Ouais. Fait que c'est à peu près le temps qu'on remène les pendules à l'heure, puis qu'on arrête de se faire mener par le bout du nez par des fucking communistes. Mais tout le monde a peur. T'sais, Vous avez peur de quoi? T'as Vous avez peur de c'est quoi? ça, l'histoire. Ouais, je Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Là, je veux dire, ouais, mais toi, j'ai un tête. Ben, premièrement, je veux dire, je me débrouille bien, mais rien à voir avec des gars comme Poirier, puis je veux dire, des leaders économiques sont capables de parler sans se faire canceller, envoyer des messages qui sont fermes, tenir tête au gouvernement et pousser dans le bon sens du développement économique, qui a des répercussions énormes au niveau social. Là. Tu sais, regarde notre folie COVID des dernières années. Là, on va payer pendant une génération là-dessus. Là. oui. On va payer pendant une génération. Là. Mais c'est drôle parce que Donc, j'en ai parlé tantôt dans l'autre podcast, podcast de poubelle que j'ai fait. J'ai fait entendre c'est de ça que je vais te parler quand je t'ai dit qu'ils ont peur. C'est que j'ai entendu Georges Saint-Pierre dans un podcast dire que. Puis dénoncer toute la situation, mais autant le podcaster qui est un gars que moi j'aime bien puis qui est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, lui-même nous dit que pendant la COVID, il s'est fermé à boîte parce qu'il avait peur de toutes les réactions alentour de lui. Puis Georges Saint-Pierre le dit aussi que lui, il s'est retenu. Puis tu sais, je fais un parallèle entre la COVID puis ce que tu parles là au niveau économique puis le système, toutes ces affaires-là. Mais il faut arrêter d'avoir peur, surtout quand vous êtes riche comme le... Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai fait puis je suis pauvre comme job. S'il y a un gars qui vaut 30 millions de dollars net dans son compte de banque comme Georges Saint-Pierre, pourquoi Georges Saint-Pierre, avec la notoriété qu'il a, Chris, il n'a pas collé le go publiquement comme il avait envie de... Là, il le dit, puis j'adore Georges Saint-Pierre. Là. Puis bravo de le dire aujourd'hui, mais imagine-toi si tous ces leaders-là, au moment où ça arrive, qu'on n'est pas 7, mais qu'on est 500 000, dont des gens qui sont des leaders, justement, du monde des affaires, des influenceurs dans le domaine de la culture, etc. Tout le monde se lève. Les restaurateurs, tout ensemble, se tiennent debout. Si, bon, ça ne dure pas un an, cette affaire-là. Mais ce qu'on a vu pendant le mal de la COVID, c'est le mal qu'on voit, qu'on est en train de parler pour les investissements, pour l'économie, pour comment le Québec pourrait devenir riche. Ouais, on passe pour des totons de vouloir mieux, c'ti. Ben, l'ennemi, là, je l'ai souvent dit, tu sais, l'ennemi, c'est le corporatisme. Là. Fait que l'ennemi, c'est justement, là, ceux qui réussissent à se faufiler dans le domaine des affaires en tentant d'avoir des passe-droits. Regarde le scandale là, dans les derniers jours. Là, on a appris que un fonds de travailleurs que Taillefer puis le PDG de Lyon avaient tout caché out pour plusieurs centaines de millions combinés, probablement, pendant que c'était pas au top, mais pas loin, pendant que là, tu as un paquet de bagholders québécois qui ont mis des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars là-dedans. Alors que le narratif qui était poussé par les médias, tu sais, le corporatisme, c'est ça, là. Les gens voient souvent le capitaliste comme toujours l'espèce de bonhomme Monopoly qui s'accane, qui se remplit les poches aux dépens des pauvres. Ouais, là, je t'écoutais c'est cette semaine. Il voit Picsou. Justement, là, le fallacy de l'idée de la tarte fixe. Là, moi, je vais faire plus de tartes. L'argent, la valeur qui est créée par ces industries-là, c'est pas une valeur qui est enlevée aux pauvres de Montréal, là, puis des autres villes du Québec, au contraire. Puis la richesse, elle, c'est l'inverse. Je veux dire, elle crée, plus c'est riche, plus les gens font attention à l'environnement, plus il va y avoir de développement immobilier, plus il va y avoir d'investissements dans les universités. Il n'y a aucune culture ici au Québec de donner dans les universités. Pourquoi tu penses que... Pierre Lassonde, je pense, qu'il a donné 30 millions à l'Université du Nevada. Donc, tu sais, il y a quand même une culture de succès et de redonner à sa communauté qui n'existe pas au Québec. Parce que dans le fond, ceux qui sont en charge, c'est une espèce de caste non élue, de mandarins, tu sais, les espèces de Koskinen de ce monde, le DG de la STM qui fait peut-être 500 000 par année. Sacrément, je connais des entrepreneurs qui ne sont jamais payés ça, que leur
fonds de retraite. Dans le fond, leur fonds de retraite, c'est de vendre leur entreprise. Fait que dans le fond, tu regardes ça, tu te dis, fuck, pourquoi tu prendrais le risque d'aller en affaires? Tu vas faire l'ENAP ou tu t'en vas à l'UQAM faire un MBA, puis tu te ramasses à la STM, tu fais 400-500 000 par année après, je comprends, pas tout de suite, là. Mais dans le fond, c'est littéralement honteux de voir qu'il y a une espèce de système parallèle mais ça ne peut pas tenir, ça. où il n'y a aucune prise de risque, puis où il n'y a aussi aucune conséquence d'être dans l'erreur. Là. Alors, regarde le fuck-up avec les inondations ici à Montréal. Il y a une autoroute, ça fait une semaine et demie qui est fermée. Ça arrive nulle part dans le monde, ça. Voyons donc. Radiopirate.com